Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Paroles de femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Paroles de femmes. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Paroles de femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Zaya Ziwani, vous êtes l'une des rares chefs d'orchestre à avoir su concilier excellence musicale et engagement social. Si votre nom est aujourd'hui associé à l'un des orchestres les plus dynamiques de France, l'Orchestre Symphonique Divertimento, que vous avez fondé en 1998, votre parcours illustre bien plus qu'un simple talent musical. Vous êtes issu d'une famille d'origine algérienne et avez été élevé en Seine-Saint-Denis. Vous avez fait de ces racines une richesse et de votre passion pour la musique classique un levier pour briser les barrières sociales. Vous êtes entré dans la musique par la guitare classique, mais très vite vous vous êtes intéressé à la direction d'orchestre et faites le choix audacieux de sortir la musique classique de ses cercles habituels pour la rendre plus accessible à tous, notamment dans les quartiers populaires. Vous êtes une visionnaire qui allie rigueur artistique et ouverture culturelle, à tel point que votre parcours est devenu un symbole de diversité et d'excellence. Dans un milieu encore largement dominé par les hommes, vous êtes parvenue à vous imposer avec brio, devenant une source d'inspiration pour de nombreuses femmes et jeunes talents. Pédagogue, militante et artiste, vous êtes une véritable pionnière de la démocratisation musicale, une virtuose de l'engagement et une figure incontournable de la scène musicale française, portée par la conviction que la musique peut transformer des vies et rapprocher les mondes. Vous êtes connue du grand public et du monde entier comme étant la première femme à avoir dirigé son orchestre lors d'une cérémonie des JO. Bonjour Zaya. Bonjour. Bon alors évidemment, ma première question, comment est-ce que vous êtes arrivée dans la musique ? J'ai eu la chance d'avoir des parents très curieux, très ouverts, qui avaient envie de nous faire partager en effet toute leur passion. Et donc la musique en faisait partie. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir la musique et puis surtout beaucoup l'écouter à la maison. La musique, elle ponctue chaque moment de vie de famille, ça a toujours existé ? Oui, la musique, mais la littérature aussi, la peinture. Enfin, on lisait beaucoup, on regardait les informations, on regardait le sport aussi à la télévision. Puis en dehors, on faisait aussi beaucoup de sorties. Mais je dois dire que la musique, c'est vrai que c'était peut-être ce qu'on entendait aussi le plus à la maison et dans des styles très différents. Et c'est vrai que les premières symphonies de Mozart, les opéras de Mozart, les symphonies de Beethoven qu'on a écoutées avec nos parents et notre papa en particulier, c'est ça qui m'a vraiment fascinée parce que moi, je ressentais beaucoup d'énergie, j'étais fascinée par la richesse des sons. Alors, j'arrivais pas toujours bien à analyser tout ça à ce moment-là, mais je savais que c'était une musique qui me plaisait beaucoup. Ça m'empêchait pas, dans mon adolescence, d'écouter plein d'autres choses par ailleurs, mais la musique symphonique, c'était vraiment une musique qui m'attirait beaucoup et c'est vraiment dans le cas de la famille qu'on a découvert tout ça. Comment est-ce qu'on passe de la guitare classique à la direction d'orchestre ? C'était presque un chemin évident pour moi parce qu'en fait, moi, j'avais envie d'arriver dans cet univers de l'orchestre. Moi, je connaissais pas beaucoup de choses dans la musique, mes parents non plus. Donc, j'aimais beaucoup cet instrument, la guitare, mais sans savoir que la guitare, ça m'amènerait pas à jouer dans un orchestre symphonique et surtout à jouer les musiques qui me plaisaient à la maison. Et j'ai découvert l'orchestre en voyant ma sœur jouer dans les orchestres puisqu'elle était violoncelliste. Et sachant que je ne savais pas à l'époque qu'il n'y avait pas de guitare dans les orchestres symphoniques. Donc, j'ai pratiqué l'alto, qui est un instrument de la famille des cordes. Et en pratiquant l'alto, ça m'a permis de commencer justement à toucher ce répertoire qui me fascinait. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai un peu compris pourquoi cette musique, elle m'attirait. C'était parce que c'était la puissance de l'orchestre, de la musique, la puissance de ce collectif. Et puis en étant altiste, on est vraiment placé au cœur de l'orchestre. Et c'est là où pour moi ça a été un déclic parce que je me suis dit mais waouh, ce métier d'être à cette place-là, c'est fantastique. De la guitare vers l'alto, de l'alto vers l'orchestre. Et une fois que j'étais dans l'univers de l'orchestre, ça a été la découverte de ce métier. Et à quel âge, justement, vous avez le déclic et vous dites « ça sera mon métier » ? Alors, j'ai eu un déclic vers 13-14 ans. Pour moi, c'était quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Mais en même temps, quand j'ai commencé à parler de ce rêve et de cette envie de réaliser cet objectif, c'était très partagé autour de moi. C'est-à-dire que j'ai eu des professeurs qui m'ont dit « oui, Zaya, vas-y, fonce ». Et puis d'autres qui m'ont dit « mais en fait, n'y pense même pas, concentre-toi sur tes études d'instrument, parce que c'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes, en fait ». Donc c'est vrai que c'est assez violent quand on se retrouve à 13-14 ans et qu'on te dit non, en fait, ce à quoi tu rêves, tu n'as pas ta place. Donc moi, ce que je faisais, c'est qu'évidemment,
Je profitais de toutes mes expériences en orchestre, mais j'allais aussi écouter des répétitions, des concerts. Ma mère, elle nous a beaucoup emmenés voir des concerts à la salle Pleyel, à l'Opéra à Bastille, par exemple. Et tout ce que je voyais concernant le monde de la direction d'orchestre, je voyais plutôt des hommes, plutôt blancs, plutôt assez âgés. Je voyais pas de personnes qui me ressemblaient, je voyais pas de femmes, je voyais pas de jeunes. Donc quand on me disait c'est pas fait pour les femmes, à un moment donné, oui, j'ai fini par le croire. Quand on est jeune et qu'on grandit dans un quartier populaire en Seine-Saint-Denis, en fait, on passe notre temps à entendre « ça va être dur, tu vas pas y arriver ». Plus on me disait ça, plus j'avais envie de relever ce challenge. Et c'est comme ça que je me suis pris en main et puis j'ai commencé à étudier des partitions dans mon coin sans que personne me dise comment faire. Donc j'ai appris à lire les conducteurs d'orchestre toute seule. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à aller dans des cours de composition, de culture musicale par exemple, d'analyse musicale. En fait, tous les outils théoriques qui sont importants pour un chef d'orchestre pour comprendre les œuvres. Et puis à m'intéresser aussi à des chefs d'orchestre. Quand je pouvais, en effet, j'allais assister à des répétitions et j'ai vu qu'il y avait des masterclass qui étaient donnés par Sergiu Celibidache, qui est un grand chef d'orchestre que j'admirais. Pour moi, c'était l'occasion d'aller le voir. Et c'est là que pour moi, en fait, il y a eu ce déclic parce que j'ai non seulement été prise de passion pour la direction d'orchestre, pour son enseignement, pour le personnage qu'il était. Et j'ai eu cette chance de pouvoir, en effet, le rencontrer et même d'apprendre à ses côtés. Ça a été un cheminement petit à petit, avec plein de moments de doute, de questionnement. Encore aujourd'hui, d'être une femme chef d'orchestre, il faut montrer qu'on est capable et qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Et c'est ce que j'essaye, moi, aujourd'hui, de faire dans ma carrière. Ça n'a pas été facile. Depuis le début, je savais que j'aurais un parcours différent des autres chefs d'orchestre que je rencontrais. Effectivement, il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Il y a 6% dans le monde de chefs d'orchestre qui sont des femmes et 4% en France. On vous met des bâtons dans les roues ou on ne pense pas à vous ou... Déjà, il faut avoir en tête que dans notre société, pour les femmes, ça a toujours été plus difficile et plus long. Si on regarde le droit de vote, le moment où on a pu permettre aux femmes d'ouvrir un compte en banque, c'est des dates qui sont bien plus tardives que pour les hommes. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Et avoir en tête que l'univers de l'orchestre, ça a été pendant longtemps un univers très masculin. Et si on regarde encore des images d'archives des orchestres, dans les années 50, 60, 70, même 80, même début des années 90, on verra quasiment que des hommes dans les orchestres. Parce que pendant longtemps, dans la musique, c'était une tradition, beaucoup dans la musique classique, les femmes pouvaient jouer plutôt de la musique de chambre puisqu'elles jouaient à la maison et qu'elles n'étaient pas autorisées à jouer dans des endroits publics. Et donc, de fait, si on n'a pas de femmes dans les orchestres, on en a encore moins à l'endroit qui incarne le plus l'autorité, c'est-à-dire le métier de chef d'orchestre. Et puis aussi, pour être chef d'orchestre, il faut être formé. Et donc, pendant longtemps aussi, au Conservatoire supérieur de Paris, pour les femmes, ça a été aussi plus difficile. Quand on ne permet pas aux femmes de se former, puis qu'après on ne les nomme pas à la tête des orchestres et qu'elles n'ont pas d'expérience, bien sûr que c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, en fait, c'est une conjonction de plusieurs choses, c'est-à-dire, en effet, de traditions très ancrées qui laissaient peu la place aux femmes. Maintenant, dans les orchestres, on voit beaucoup plus de femmes, et heureusement. Certains atteignent la parité, d'autres n'y sont pas encore, mais s'en rapprochent. Et je vois même aujourd'hui peu d'orchestres nationaux en France, largement financés par les fonds publics. Les femmes ne sont pas nommées à la tête de ces orchestres. Donc forcément, quand on ne donne pas l'opportunité à une femme de diriger, on se crée soi-même ses propres opportunités. C'est pour ça que vous avez créé Divertimento ? C'est exactement pour ça que j'ai créé Divertimento. Alors, moi, je lisais des articles de presse et je voyais un jeune chef d'orchestre nommé à la tête de l'orchestre de Radio France. Je lisais l'article, je voyais que le chef d'orchestre, il avait 40 ans, 45 ans. Alors oui, c'est jeune. Moi, j'avais à l'époque 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'avais envie de diriger déjà à ce moment-là. Et puis, je voyais pas de femmes. Donc, c'est vrai que ça a été longtemps très compliqué. Et donc, je me suis dit, mais je vais pas attendre, moi, dans ma chambre, qu'on vienne me chercher. Je veux créer mon propre orchestre parce que j'ai envie de diriger et aussi parce que moi j'ai aussi ma propre vision de la musique et le fait justement d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, de pas avoir vu de musique classique, en tout cas de concert d'orchestre professionnel dans mon département. Depuis le début, moi j'avais envie de créer un orchestre qui me permette évidemment de devenir chef d'orchestre, mais qui me permette aussi de développer un projet qui ait du sens et c'est pour ça que j'ai créé Divertimento et que la première décision que j'ai prise en créant cet orchestre, ça a été de l'installer justement en résidence à Stein, là où on enregistre aujourd'hui. À l'étranger, on parle de vous en tant que la française. En France, on ramène souvent vos origines algériennes. Finalement, dans votre travail, ça a plutôt été une force ?
Moi, je l'ai toujours vu comme ça. De toute façon, je peux pas changer. Je suis celle que je suis et je suis comme ça. Et oui, ça a été une force. Alors, ça m'a pas du tout offert d'opportunités. Mais justement, c'est en voyant ça que je me suis dit, de toute façon, je peux pas changer. Je vais pas devenir un homme. Je vais pas changer de prénom. Je vais pas changer l'endroit où j'ai grandi. Donc, je suis celle que je suis. Et Divertimento, en faisant ce choix de l'installer en Seine-Saint-Denis, c'était déjà un premier acte quelque part d'engagement et de dire, oui, on peut faire de la musique avec autant d'excellence à l'Auditorium de Stein que dans une grande salle parisienne ou à l'autre bout de la planète. Il y a eu beaucoup de résistance dans le chemin que j'ai emprunté et aujourd'hui encore, je rencontre des résistances. Mais en même temps, c'est pas ça que j'ai envie de retenir. Je me suis vraiment dit que ça m'a permis de faire un pas de côté, d'avoir une approche différente. Et c'est ça qui m'a amené à réfléchir à faire de ce projet un projet qui est engagé, d'amener la culture dans des territoires très différents, que ce soit des territoires urbains ou ruraux. J'ai amené aussi une vision artistique différente et singulière de l'orchestre Divertimento, et ça, j'en suis fière. Donc, quelque part, c'est toutes ces originalités que je représente, et en fait, j'en ai fait une force qui m'ont permis de faire ma place dans le paysage musical, de faire la place de Divertimento. J'en suis très fière, et peut-être que si j'avais eu le même parcours que les autres, c'est-à-dire avec plus de facilité, je me serais peut-être plus concentrée sur ma trajectoire personnelle et moins à m'interroger à comment je peux faire bouger les lignes dans le milieu musical, dans notre société, comment on peut apporter de l'excellence dans les quartiers populaires. Oui, au bout du compte, j'ai envie de dire que c'est une force en effet. Et donc, comment on concilie cette tradition du classique avec vos influences culturelles, avec vos racines, avec vos émotions ? J'incarne la rencontre entre deux cultures, j'incarne aussi la force d'un territoire, j'incarne plein de choses. Donc en fait, c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à montrer dans la musique. Alors oui, mon métier de chef d'orchestre, c'est de transmettre un patrimoine musical et je continue à jouer des symphonies de Beethoven, de Mozart, de Tchaïkovski, de Brahms, de Saint-Saëns, de la musique de Ravel, de Debussy. Et ça fait partie de mon métier et je trouve ça super important de continuer à le faire. Et en même temps, moi, j'aime bien aussi montrer que la musique symphonique, elle n'est pas restée ancrée dans la temporalité de ces œuvres-là, mais qu'aujourd'hui, on peut aussi interroger des sujets sur qu'est-ce que c'est être français, sur justement le rapport à l'autre, sur l'inclusion, la place des femmes. J'ai adoré continuer à développer les projets avec la danse et le breakdance en particulier. C'était une nouvelle discipline olympique, d'amener des sportifs sur scène avec nous aussi, et en présentant des répertoires que d'habitude on ne voit jamais sur une scène d'un orchestre symphonique. Donc à la fois des musiques d'Asie, d'Océanie, d'Afrique. On a parlé de l'inclusion, on a parlé de la place des femmes. Donc, en fait, on a pu aborder beaucoup de sujets. Et moi, je trouve que parfois, c'est un peu ce qui manque dans notre milieu de la musique classique. Oui, notre patrimoine, il est beau. Il raconte des choses. Et aujourd'hui, on peut aussi apporter, avec de la musique, des choses très contemporaines, des cultures urbaines. Et c'est ma place de chef d'orchestre qui permet de faire ce lien entre ce qu'on nous a transmis et comment aujourd'hui, nous, on peut apporter aussi de la nouveauté et un regard, en effet, novateur. Donc la démocratisation de la musique, ça passe aussi bien par le fait de travailler avec des comédiens, des sportifs, des chorégraphes, que d'aller ouvrir le festival de Tokyo, rentrer pour ouvrir la finale hommes et femmes de Roland-Garros. C'est courir partout, toucher à tous les domaines ? Oui, c'est toucher à tous les domaines. En effet, de ne pas faire de différence entre les lieux. Pendant longtemps, le milieu de la musique symphonique et classique, il était très cloisonné. On nous demandait de faire des choix entre de jouer de la musique classique ou de jouer d'autres musiques, d'être artiste ou d'être pédagogue. Je veux pas faire de choix, justement. En tout cas, moi, mon engagement, je trouve qu'il a du sens parce que on fait aussi ce travail de fond tous les jours. Oui, on peut être aussi dans les grandes scènes, à Hong Kong, aux Jeux Olympiques, à la Philharmonie de Paris, mais on continue aussi à être dans la proximité avec les habitants, avec les publics. Je trouve que c'est important de continuer à le faire. Et cet engagement a trouvé une oreille, puisque vous avez reçu énormément de récompenses, je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez notamment eu l'honneur d'être porteur de la flamme olympique. Et en plus de ça, donc vous en avez parlé plusieurs fois, la première femme chef d'orchestre à diriger son orchestre lors de la cérémonie de fermeture des JO. Oui. Comment est-ce que vous avez reçu cette récompense ? Pour moi, c'était évidemment une grande fierté et en même temps, je trouvais que c'était presque une récompense naturelle du chemin et de notre engagement depuis 25 ans, puisque ce territoire-là, on y est, on y joue, on s'y engage, on part jouer à l'international, mais on y revient toujours. Forcément, de jouer la Marseillaise avec tout ce que je représente, ce que l'orchestre Divertimento représente, avec la diversité des musiciens qui y sont présents, des hommes, des femmes, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes avec des origines culturelles et sociales très différentes. Donc, quelque part, cet orchestre Divertimento, c'est aussi la France qui est représentée. De se dire qu'on a aussi montré ce message au monde entier, de voir une femme diriger, c'était quelque chose de très fort. La presse internationale a beaucoup mentionné, peut-être même plus encore qu'ici en France, que oui, au XXIe siècle,
c'est quelque part normal de voir une femme diriger. Bien sûr, j'ai été très fière, j'ai été très honorée, fière de tout ce chemin parcouru avec mon orchestre, avec les musiciens, avec nos partenaires qui croient en nous, parce que il y a 25 ans, quand j'ai décidé d'installer l'orchestre en Seine-Saint-Denis et de défendre la place de la musique classique dans ce département et dans des quartiers populaires, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. On me disait non, mais ou alors il faut rester dans votre banlieue, ça ne marchera jamais. Donc je suis contente de montrer qu'au contraire, notre place et notre excellence a été aussi valorisée devant toute la planète. Mais après, aujourd'hui, la conjoncture économique, elle est très compliquée. Donc, c'est pas le paradis parce qu'on a fait la clôture des Jeux, notamment de porter un orchestre indépendant et d'être une femme. Ça reste aussi un combat permanent pour moi d'aller chercher des fonds, d'aller chercher des concerts. Donc, mes équipes m'aident beaucoup à ça. Mais voilà, ça nous a apporté de la renommée et notamment à l'international. Mais il faut continuer à se battre pour garder sa place parce que ça reste un métier malgré tout difficile. Vous avez participé à des projets assez fous, dont le projet Demos qui permet aux enfants qui n'ont pas accès à la musique d'accéder à l'enseignement de la musique. Vous avez également participé au programme Prodige, qui est un concours de musique classique pour les enfants sur France 2. Et vous avez créé Les Nouveaux Mondes à la Philharmonie de Paris en lien avec les Paralympiques. Vous avez d'autres projets fous comme ça en tête ? Comme tous les artistes, moi je suis un peu comme un sportif de haut niveau. J'ai envie de faire les grandes compétitions, donc j'ai envie aussi de parcourir les grandes scènes, que ce soit en France, à l'international, de relever des grands défis artistiques et de monter des spectacles comme Les Nouveaux Mondes. Moi je suis très investie tous les jours aussi avec l'Académie Divertimento, pour évidemment le projet Demos, et pour Prodige également, parce que c'est un endroit où en effet il faut de grandes capacités artistiques et aussi pédagogiques pour amener ces jeunes qui sont très bons mais qui n'ont pas d'expérience non plus avec un orchestre, à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des concerts et d'être capable de jouer avec un orchestre. Et ça, on leur demande beaucoup de maturité, d'être à la place d'un soliste alors qu'ils sont déjà très jeunes. Donc en fait, voilà, je le fais à plein de niveaux, je le fais sur le terrain tous les jours, dans le cadre d'émissions de télévision, avec mon académie, on forme des jeunes qui vont de 7 à 25 ans. Mon activité, j'ai envie de l'équilibrer entre justement être sur scène, diriger les œuvres et en même temps d'être investi dans la pédagogie. On a compris que cet engagement était très important pour vous. Et c'est parce que la musique, c'est un moyen de s'élever socialement, ça aide les gens à trouver leur voie. Pour moi, la musique, ça aide déjà à s'ouvrir, ça permet de découvrir des émotions et on a besoin, on est dans un monde qui est dur et on a besoin aussi d'avoir des moments où on ressente des émotions, qu'on soit en lien avec le beau. L'orchestre, c'est une formidable école de la vie parce que comme on est un groupe et il faut être très solidaire, s'il y en a qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, ça ne le fait pas. C'est un super bel outil pédagogique, l'orchestre. Moi, quand j'étais jeune, on me disait que c'était pas possible et j'ai fini par le croire parce que je voyais pas de femme chef d'orchestre. Quand on montre à des jeunes qu'on peut être jeune, issu de la diversité et être chef d'orchestre, et ils vont pas se dire et pourquoi pas moi à tel endroit, et en leur donnant cette opportunité aussi de découvrir les choses et de leur dire attention, c'est possible, mais par contre faut bosser. Cette notion de travail, elle est importante. On est aussi dans une société où c'est pas facile à vendre, donc moi je reste convaincue que la rencontre avec la musique, oui, ça permet à ces jeunes de se transformer, de changer leur vie, oui. Le métier de chef d'orchestre, c'est un métier élitiste ? Je pense pas être plus doué que n'importe quelle autre personne. Par contre, il faut bosser. Ce que j'avais peut-être de plus que certains, c'était la persévérance et l'envie. Je me suis toujours battue et encore aujourd'hui, je me bats. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 10 ans. Je vois plein de jeunes dans mon académie. Je veux aussi qu'elle voit que c'est possible. J'espère que le chemin que je parcours aujourd'hui, elles n'auront pas à le faire, elles, après. Il faut mériter d'être à cette place-là. Donc, si on veut être exigeant avec les autres, il faut être aussi très exigeant avec soi-même. C'est un peu ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui. Vous vivez comment la pression au début d'un concert quand vous savez que vous avez tous les musiciens sous votre direction ? C'est en fait le moment que je préfère. Moi, j'aime bien surtout le début du concert où l'orchestre s'installe, je les entends s'accorder. Et puis voilà, il y a quelques secondes de silence, je rentre sur scène. Oui, il y a beaucoup de pression, il y a un public qui vous applaudit alors que vous n'avez encore rien fait. Donc, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Plus il y a de la pression, et plus en fait, moi, j'arrive à être encore meilleure. Mais je dois dire que ça fait partie du challenge de ce métier. Quelle est la partie la plus gratifiante de votre métier ? De nous voir réussir tous ensemble, ça c'est pour moi c'est gratifiant. C'est gratifiant aussi quand je fais des concerts avec les jeunes de notre académie qui viennent de quartiers très différents, milieu rural, où la vie est pas facile, et de les voir grandir, de les voir réussir en musique.
Parfois, j'explique aussi quand je fais des interventions dans des écoles, des lycées, des collèges. J'explique que parfois, dans ma semaine, il y a 90% des choses que je fais qui sont pas rigolotes. Aller chercher de l'argent, parfois faire des répétitions qui sont difficiles. Mais pour les 10% qui restent, ça vaut le coup de les faire. Forcément, avec les équipes aussi de Divertimento, c'est avec mes musiciens, c'est avec ma sœur Fetouma, les jeunes de notre académie. Enfin, c'est tous ces personnes-là qui font qu'on arrive à réaliser ensemble. Donc voilà, donc c'est ces moments de réalisation que je préfère, des moments comme ça qui vous permettent de vous dire on est arrivé à destination, et ces moments ils sont en effet très gratifiants. Comment vous vivez votre rôle de modèle pour les jeunes, pour les femmes, pour les minorités ? Alors oui, d'être un exemple peut-être, je sais pas, moi je n'ai pas l'impression d'être différente aujourd'hui de celle qu'il y a 25 ans quand j'ai commencé. Parce que moi dans mon parcours, il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu envie d'arrêter, de baisser les bras, parce que franchement c'est dur. Il y a eu des fois où j'ai eu envie d'une vie vraiment plus sereine et plus facile. Mais je me dis quand même, pour eux, par rapport à ce que je veux transmettre à ma fille, que je veux transmettre à ces jeunes, il faut tenir, parce que c'est important qu'ils voient aussi qu'on y arrive. Donc ça me donne plutôt de la force. Et donc moi je reste la même, et je reste surtout toujours très en contact avec le public et avec les jeunes à travers les actions, et je trouve que ça c'est important. Et vous avez le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices pour en arriver là ? C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile. Je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, qu'il y avait une polémique à ce moment-là sur la capacité des femmes à être chef d'orchestre et à concilier ça avec la maternité. Bah oui, c'est difficile, bien sûr, mais moi, j'ai envie de dire, depuis que j'ai ma fille, je suis une meilleure chef d'orchestre encore. Je me suis jamais interdit quoi que ce soit parce que j'avais un enfant. Et en même temps, si j'ai choisi d'avoir cet enfant, c'est que j'avais aussi envie de m'en occuper. Donc oui, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut être présent, il faut aussi prendre le temps de se reposer. Et c'est un métier qui est très éprouvant physiquement aussi. C'est fatigant d'être debout toute la journée, de donner de l'énergie, d'avoir des horaires où on joue tard le soir, le lendemain matin, on est sur le pont, les grands trajets, partir à l'international. Donc j'ai parfois plus de mal à récupérer qu'il y a encore 15 ou 20 ans, et ce qui est normal, hein, c'est un principe normal de la vie. Il faut sans cesse, en effet, parfois faire des concessions et des compromis pour pouvoir faire ce métier. C'est un équilibre pas toujours facile à trouver, en tout cas. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? Quelqu'un d'inspirant, pour moi, c'est quelqu'un d'original, quelqu'un d'audacieux et qui nous donne envie, justement, d'être audacieux et de foncer, quoi, tout simplement. Et il y a des femmes qui vous ont particulièrement inspirée ? Moi, j'ai été très inspirée par ma grand-mère. Maintenant, elle fait plus partie de ce monde, mais elle continue encore à m'inspirer. Des fois, je me dis, waouh, c'est une femme qui a été forte, qui a vécu la guerre, qui a été résistante, qui s'est battue. Donc, à chaque fois, ça m'a remis un petit peu les pieds sur terre, et déjà, rien qu'elle, ça m'a beaucoup inspirée. Quel est le moment le plus difficile dans votre carrière ? Les moments les plus difficiles sont parfois aussi les moments les plus bénéfiques. C'est les moments où on apprend justement de ses difficultés, de ses doutes. Pendant le Covid, c'est un moment où avec l'orchestre, on a rencontré des grosses difficultés financières aussi. Et j'ai cru vraiment, le jour où on a fait nos concerts des 20 ans de Divertimento, j'ai cru que ça serait le dernier concert. Et donc, ça a été une période difficile, mais qui nous a permis par contre de retravailler, de se refixer des objectifs qui nous ont amenés ces 3 dernières années à avoir un film qui est sorti sur mon histoire et sur l'histoire de Divertimento, enregistrer un disque, faire des spectacles à Roland-Garros, de jouer à la Philharmonie de Paris plusieurs fois, partir en concert à l'international, de faire la cérémonie de clôture des Jeux. Donc, il faut croire que c'était pas si mauvais que ça de se poser. On est obligé de faire des choix, et ces choix-là, ils étaient importants et puis efficaces, je crois. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière ? Fière de mes parents, de ma sœur, de ma fille aujourd'hui. Enfin voilà, mes parents nous ont permis de nous ouvrir, de nous ont fait confiance. Sans elles, je ferais pas du tout la carrière que j'ai faite aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis je suis fière de tout ce qu'on accomplit avec les musiciens. Donc je vais pas vous mentir, Divertimento, c'est aussi le projet de ma carrière professionnelle. Et de voir ce qu'on arrive à réaliser tous ensemble, ça me rend en effet très fière. Donc de ma famille et de Divertimento. Quel est votre prochain Everest ? C'est de continuer à développer cette académie en France, de la développer aussi à l'international. Et on a eu l'occasion de faire des projets en Australie, à Hong Kong, en Afrique du Nord aussi. Et donc voilà, il y a des pays dans lesquels aussi ça a beaucoup de sens d'apporter de la culture et de permettre à des jeunes de s'épanouir et de grandir en musique. Donc j'ai envie de développer l'académie, puis de continuer à aller présenter ces belles créations que je fais avec Divertimento. Mon Everest à moi, c'est ça aujourd'hui. Et vous avez un mantra qui vous guide ? C'est de jamais rien lâcher.
Donc à partir du moment où de toute façon, moi je me suis fixé un objectif, je lâche pas jusqu'à temps qu'on y arrive. Alors des fois ça vient tout de suite, des fois ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Mais voilà, on travaille. Et de toute façon, la musique, c'est une très belle école de la vie. On n'a rien sans travailler, sans s'investir. Il faut savoir être patient et c'est ça qui nous permet de faire ce chemin. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais comme objet en voiture ? J'ai toujours ma baguette, ça c'est sûr. J'ai toujours une baguette de chef d'orchestre. Et j'ai toujours une partition et en règle générale une veste aussi. Parce que ça peut arriver d'être dans un moment où j'en ai besoin. Mais je dois dire que c'est plutôt ma baguette de chef d'orchestre. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Ça me rappelle des temps privilégiés avec notre père quand on partait faire des courses ou on partait en voyage et on écoutait de la musique. Beaucoup de musique classique, mais on écoutait aussi beaucoup de chanteurs kabyles. Donc j'ai d'excellents souvenirs de partage avec notre papa. Et quand je pars en vacances avec ma fille, c'est des moments de liberté. On est toutes les deux dans la voiture. Et c'est des moments que j'adore pour ça, de partage. Parce que voilà, elle me raconte sa vie, sa vision de la vie. Moi, je lui parle aussi. Et puis on écoute de la musique ensemble. Donc c'est des moments que j'adore. À l'inverse, quel est votre pire moment en voiture ? Ça m'est arrivé de me retrouver coincée sur l'autoroute en temps de neige, par exemple, et de rester plusieurs heures. Ou quand il y a eu l'ouverture de la Philharmonie de Paris aussi, où il y a commencé à avoir plein de flux de personnes qui arrivaient. Et j'ai un souvenir où je suis restée coincée 8 heures, quasiment toute une nuit, sur le rond-point de la porte de Pantin. Je ne vous cache pas que ce n'est pas un de mes souvenirs les plus heureux, d'autant qu'heureusement que j'avais rien qui m'attendait après, mais ça aurait pu être plus embêtant. Quelle est la musique ou l'œuvre à écouter en voiture ? Moi, les musiques que j'adore écouter en voiture, il y a certaines symphonies de Beethoven, et notamment la 9e symphonie que j'adore. Donc, j'adore écouter cette musique en voiture. Et j'ai toujours un coffret des musiques de Michael Jackson. Voilà. Donc, j'aurais aussi envie de les conseiller. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Je suis plutôt zen et j'écoute la musique, j'écoute la radio aussi pour me tenir aussi bien informée. Et non, je suis plutôt zen en voiture. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, Zaya, on part en road trip. Où est-ce que vous nous emmenez ? Moi, je viens de là, je suis originaire d'Algérie, donc j'aurais envie de vous emmener en Afrique du Nord, j'aurais envie de vous emmener aussi en Espagne, en Italie, dans le sud de la France. Ce sont des pays qui m'inspirent beaucoup en musique. Donc c'est vrai que si là j'ai une carte blanche, mes choix musicaux vont plutôt aller dans ces coins-là, donc j'aurais plutôt envie de vous emmener là-bas. Au revoir Zaya et un immense merci pour ce moment musical. Merci. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.